La plupart des gens imaginent que les opérations de recherche et de sauvetage sont pleines d'action, d'hélicoptères et d'adrénaline. En réalité, près de 90% du temps, il ne se passe absolument rien. On vérifie les radios, on remet de l'ordre dans le matériel, et parfois on rentre simplement chez soi parce que la personne portée disparue a refait surface d'elle-même dans une station-service avant même qu'on ait enfilé nos bottes. Je me suis engagé comme volontaire peu après être revenu vivre dans ma région natale. Je pensais que c'était une bonne façon de rendre service, de me sentir à nouveau utile. Notre unité couvre une immense zone forestière en montagne. Falaises abruptes, sentiers oubliés, plaines inondables et anciennes routes d'exploitation forestière laissées à l'abandon. Un décor magnifique pour une simple randonnée, mais mortel pour quelqu'un qui s'y retrouve coincé une nuit entière. Notre base se trouve dans un petit dépôt près du poste des rangers. La majorité de l'équipe est composée de professionnels rémunérés, mais des volontaires comme moi viennent renforcer les effectifs lorsque les effectifs manquent ou que le terrain est trop difficile à couvrir rapidement. On travaille toujours en binôme. Un membre expérimenté est systématiquement associé à un volontaire. J'imagine que c'est pour éviter qu'une mission de secours ne se transforme en une autre mission de sauvetage. L'alerte est tombée à 16h17. Une violente tempête hivernale approchait rapidement, prête à frapper la région avec de la neige, des rafales violentes et une visibilité quasi nulle. Plusieurs randonneurs avaient signalé avoir aperçu une petite fille vêtue d'un manteau rouge, seule près du sentier de la crête. Aucun adulte n'avait été vu à proximité. Personne ne savait d'où venait cet enfant. Aucune déclaration de disparition ne correspondait à son signalement. Le bureau du shérif a immédiatement transmis l'affaire à notre unité. Lorsque je me suis présenté, j'ai espéré être associé à n'importe qui, sauf à Riker. C'était de loin le membre le plus âgé de l'équipe, avec au moins 20 ans de plus que tout le monde. Il avait l'air d'un homme façonné par le cuir brut et les souvenirs douloureux. Il parlait rarement, évitait les discussions et sa réputation le précédait, difficile à supporter sur le terrain. Et comme si le destin s'acharnait, il se trouvait être le seul vétéran disponible pour m'accompagner ce jour-là. Nous avons récupéré notre équipement dans la remorque de stockage, radio, vêtements thermiques, cartes topographiques, fusées éclairantes. Tandis que j'attachais ma lampe frontale, Riker m'a tendu un objet que je n'avais encore vu entre les mains de personne. Un sifflet en laiton, usé par le temps, poli par des années d'utilisation. « Utilise-le uniquement si tu te perds », m'a-t-il dit d'une voix grave. Puis il a ajouté en montrant le sien attaché autour de son poignet « Et ne te dirige que vers le sifflet qui te répond ». Je l'ai regardé, perplexe. Vers quoi d'autre pourrais-je aller? Il s'est arrêté, a levé les yeux vers moi pour la première fois. « Si tu entends un autre sifflet, a-t-il murmuré, suis le son, jamais la voix. » Il n'a donné aucune explication supplémentaire. Il s'est simplement ajusté son sac et s'est éloigné. Cette phrase m'est restée dans la tête bien plus qu'elle n'aurait dû. La tempête n'avait pas encore éclaté, mais l'air semblait chargé, comme si quelque chose retenait son souffle. La lumière déclinait déjà, étouffée par les nuages de plus en plus épais, lorsque le chef d'équipe distribua les zones de recherche. La majorité des groupes furent envoyés vers les accès ouest, là où des randonneurs auraient eu de meilleures chances de survivre au froid nocturne. Quand mon nom fut prononcé et que je constatai que je faisais équipe avec Riker, il prit la parole avant même que je n'avance. On prend la grille E. Ce secteur ne correspondait ni à l'endroit où la fillette avait été aperçue pour la dernière fois, ni au sentier habituellement fréquenté. Pourtant, personne ne protesta. Riker bénéficiait d'une ancienneté et d'un respect suffisants pour que ses choix ne soient jamais remis en question, malgré son mutisme. Nous avons enfilé des couches thermiques, des vestes imperméables, réglé nos radios, allumé nos lampes frontales et vérifié le GPS. J'avais sur moi une balise de détresse en cas de perte de signal, une carte papier et une boussole numérique adaptée aux conditions de tempête. Riker, lui, n'avait pris aucune carte. Il n'en prenait jamais. On nous a déposés à l'aide de motoneiges et de véhicules tout-terrain, puis chaque binôme a été réparti le long du périmètre de la crête. Lorsque Riker et moi avons atteint notre point d'entrée, la grille 3E, le soleil avait déjà disparu. La lisière des arbres ressemblait à une immense gueule noire prête à se refermer. Sans un mot, Riker alluma sa lampe et s'enfonça dans la forêt. Je l'ai suivi. La dernière trace de clarté s'est éteinte derrière nous.
Devant, il n'y avait plus que des troncs sombres, du givre, et quelque part, une petite fille qui n'aurait jamais dû se trouver là. Au moment où nous franchissions la lisière, le vent tourna brusquement, claquant les branches comme des avertissements secs. Le sentier de terre disparut rapidement, remplacé par des rochers et des arbres morts. Je marquais notre progression avec des rubans orange tous les 30 mètres. La visibilité chutait rapidement. Le brouillard ne semblait pas arriver de l'extérieur, mais plutôt s'élever du sol, s'enroulant autour des arbres comme une vapeur froide. « Ce terrain est horrible !» ai-je lâché, cherchant à briser le silence. « Tu penses vraiment qu'elle est passée par ici ?»« Pas récemment », répondit Riker sans se retourner. Puis après un court instant, « mais elle finit toujours par revenir vers l'est. » Cette phrase m'a glacé. J'ai failli lui demander ce qu'il voulait dire, mais il était déjà reparti, avançant d'un pas régulier. La forêt était étrangement bruyante, pas vivante mais attentive. Riker semblait de plus en plus tendu. Il s'arrêtait parfois, inclinait légèrement la tête et restait immobile, comme s'il attendait que les bois lui répondent. Je transmis notre position, le rythme de progression et la visibilité à la radio. De mon côté, je consignais chaque point sur le GPS afin de pouvoir retrouver notre chemin. Pourtant, quelque chose clochait. Le relief donnait l'impression de nous faire dériver, comme si nous dévions sans cesse de quelques degrés. Au bout d'une trentaine de minutes, Riker reprit la parole. « Qu'est-ce que tu ferais si tu la trouvais ?» demanda-t-il. « Si elle te demandait de l'aider ?» Je ne compris pas tout de suite. « Tu veux dire si elle est blessée, paniquée, qu'elle te regarde dans les yeux et te tend la main, tu la prendrais ?» Je crus qu'il plaisantait. « Bien sûr, » répondis-je, « c'est pour ça qu'on est là. » Il ne réagit pas. Il continua simplement d'avancer. Je me mis alors à l'observer plus attentivement. Sa démarche silencieuse, son indifférence au froid mordant, la façon dont ses bottes ne s'enfonçaient presque pas, même dans la mousse détrempée. J'allais lui demander combien de temps nous resterions avant de rebrousser chemin quand nous nous sommes arrêtés net. Une voix s'éleva plus loin dans les bois. « Bonjour !» Aucun bruit de pas, aucun craquement de branches, juste ce mot, flottant dans l'air humide. Nous avons balayé la direction du son, nos lampes frontales glissant sur des troncs luisants de brume. Riker leva alors le bras et désigna quelque chose à hauteur des yeux. Accroché à une branche cassée d'un jeune pin se trouvait un gant. Rouge. Petit. En laine. Il paraissait trop propre. La tempête avait déjà recouvert les arbres de givre et de débris, mais ce gant était intact, comme neuf, comme s'il venait d'être déposé là. Riker s'avança sans un mot et passa sous la branche. Je le suivis, mais le malaise que je ressentais depuis un moment se transforma en un nœud serré dans ma gorge. À cet instant, ce n'était plus la tempête qui me faisait peur. C'était l'idée que Riker ne cherchait peut-être pas réellement la fillette. Nous avons continué à avancer. Le sol commença à s'élever doucement, mais de manière constante, rendant chaque pas plus lourd. Mes cuisses brûlaient, ma respiration formait de courts nuages blanchâtres. Le vent s'était renforcé, soufflant désormais de côté, assez fort pour piquer la peau exposée. La neige commença à tomber, sèche et silencieuse, s'accumulant dans les plis de ma capuche et le long des coutures de mes gants. La radio grésillait inutilement à intervalles réguliers, trop d'interférences. Nous n'avions plus de nouvelles de la base depuis plus d'1 kilomètre. La visibilité était tombée à une dizaine de mètres à peine. Les arbres semblaient se resserrer, leurs écorces sombres luisant d'humidité. Ma carte indiquait que nous approchions de la ligne de crête, mais rien dans cet endroit ne semblait normal. Je gardais une main sur la boussole, observant l'aiguille trembler comme un insecte à l'agonie. Puis, Riker s'arrêta brusquement. Il leva la main pour me faire signe de m'arrêter. Là, juste au-delà d'un enchevêtrement de buissons nus et de sous-bois couverts de givre, se tenait une petite silhouette immobile entre deux arbres. Un manteau rouge, capuche relevée. Elle nous faisait face, elle nous observait. Même à travers la lumière affaiblie par la neige, je distinguais l'éclat anormal de son manteau, impeccable, sans la moindre trace de boue ou de branches accrochées. Elle ne semblait ni blessée, ni effrayée, elle restait simplement là.
Je levai la radio, prêt à signaler le contact, mais Riker saisit doucement mon poignet avant que je puisse appuyer sur le bouton. « Ne fais pas ça », murmura-t-il. « Quoi ? Ne t'approche pas, laisse-la partir. » Je le fixais, cherchant une émotion sur son visage, mais son expression était aussi vide que la forêt autour de nous. Ce n'est qu'une enfant, probablement en état de choc. Voilà pourquoi elle ne pleurait pas, voilà pourquoi elle ne bougeait pas. Je franchis les broussailles, cassant des branches sèches. Le bruit fit légèrement incliner sa tête. Puis, elle se mit à marcher. Elle se faufila entre les arbres, son manteau rouge apparaissant et disparaissant entre les troncs comme un fil que l'on tirerait lentement. Je la suivis. Juste avant de disparaître derrière un groupe de pins plus épais, elle tourna la tête et me sourit. Un sourire étrange, comme si elle savait quelque chose que j'ignorais. Je continuais à avancer, mais elle restait toujours hors de portée. Chaque fois que je pensais réduire la distance, elle glissait derrière un autre arbre ou s'évanouissait derrière un rideau de branches. Elle ne courait pas, elle allait juste assez vite pour m'échapper. Je me demandais pourquoi elle s'éloignait de moi alors que j'étais clairement identifié comme membre des secours, couvert de couleurs visibles, en pleine arrivée de tempête. La seule explication logique était qu'elle tentait de me guider vers quelqu'un d'autre. Un parent, un adulte blessé, peut-être quelqu'un coincé non loin de là. Cette idée n'a fait qu'accentuer l'urgence. La neige s'intensifia. Mes bottes traversaient la croûte gelée pour s'enfoncer dans la terre molle en dessous. Le vent hurlait entre les pins, produisant des sons trompeurs, presque des voix, des appels qui semblaient sur le point de devenir compréhensibles avant de se dissoudre à nouveau. Ma radio ne renvoyait plus qu'un grésillement continu. J'appuyais quand même sur le bouton d'appel. « Riker, je la suis. Elle se dirige vers l'est-nord-est. Je vais essayer de... » Le signal se coupa net. Je m'arrêtai un instant, luttant contre la panique qui montait. Je n'étais pas formé pour un pistage en solo. Si quelque chose tournait mal maintenant, personne ne pourrait recouper ma position. Mais je l'avais vue, de mes propres yeux. Si elle était blessée, perdue ou pire, je ne pouvais pas simplement faire demi-tour. Et je refusais de revenir en admettant que j'avais laissé une enfant mourir seule dans le froid. Alors, j'ai continué. Les arbres se resserraient, la visibilité chuta encore. Ma respiration devenait saccadée. Puis, elle disparut. Je tournais lentement sur moi-même, balayant les alentours à la recherche du moindre mouvement. Rien. Je regardais le sol, aucune trace de pas. Le vent s'arrêta brutalement. Le silence tomba. Je sortis le sifflet que Riker m'avait donné et le portai à mes lèvres. Un coup bref, sec. Le son se répercuta entre les troncs avant de mourir. J'attendis. Un second sifflement répondit. Même tonalité, même durée. Un soulagement immédiat me traversa. Riker m'avait entendu. Il arrivait. Mais avant que je puisse répondre, une voix suivit le sifflet. Ce n'était pas celle de Riker. Une voix douce s'éleva entre les arbres, claire, presque chaleureuse. « Bonjour !» C'était la sienne. Je me figeai sur place. Mon esprit chercha frénétiquement une explication rationnelle. Et si je ne l'avais pas perdue? Et si c'était moi qui m'étais égaré et qu'elle tentait simplement de me ramener? Peut-être qu'elle essayait de m'attirer vers un endroit où quelqu'un avait besoin d'aide. Je repensais aux directions. Le sifflet venait de derrière moi, là où Riker devait se trouver. La voix, elle, venait de l'avant, exactement dans la direction où j'avais été entraîné. Si elle me répondait, c'est qu'elle était proche. Et si Riker m'avait entendu, il finirait par me rejoindre. Il connaissait le quadrillage, il saurait me retrouver. Alors je fis un choix. Je me tournai vers la voie et avançai, prudemment mais rapidement. L'aiguille de la boussole tourna brusquement sur elle-même, puis resta bloquée. Je continuai quand même. La pente changea sous mes pieds, la neige devint plus profonde, les arbres se densifièrent. Des branches s'entremêlaient au-dessus de moi, certaines couvertes de lianes que j'aurais juré ne pas avoir vues quelques minutes plus tôt. Je passai sous une arche naturelle formée par des branches pliées et compris immédiatement que je ne reconnaissais plus rien. J'étais complètement perdu. Puis je la vis.
Une ouverture dans des arbres révélait une petite clairière. Elle se tenait là, au centre, immobile, les bras le long du corps, comme si elle m'attendait. Mais elle n'était pas seule. Derrière elle, une forme haute et grise se dressait, figée comme une statue. Au début, je crus que c'était l'ombre d'un arbre, puis elle cligna des yeux. Son visage était faux, pas conçu pour voir, pas fait pour observer. Et pourtant, il m'avait vu. La fillette sourit à nouveau. Pendant une fraction de seconde, aucun de nous ne bougea. La fillette au manteau rouge resta parfaitement immobile au centre de la clairière, les pieds bien alignés, le menton légèrement relevé, comme si elle attendait avec patience. Mais la chose derrière elle, c'est elle qui me coupa le souffle. Elle était accroupie très bas, ses membres interminables étirés comme ceux d'un animal affamé. Ses articulations se pliaient selon des angles impossibles, des formes que le corps humain ne devrait jamais prendre. Sa peau était lisse, d'un gris maladif, tendu à l'excès, semblable à du papier humide collé sur des branches. Sa tête s'inclina lentement dans ma direction, comme si elle m'évaluait. Elle ne bougeait presque pas d'un pas, pas d'un geste. Pourtant, la fillette, elle, se tourna légèrement vers moi. Puis elle parla. « Aide-moi, il fait si froid. » Sa voix était douce, rassurante, étrangement calme. Mais ses lèvres ne bougèrent pas le moindre frémissement. Les mots semblèrent simplement apparaître dans l'air entre nous, comme si l'espace lui-même les avait prononcés. Derrière elle, la créature eut un léger tressaillement, une contraction à peine visible, comme des muscles invisibles se mettant en tension. « On dirait que tu seras le prochain », ajouta-t-elle. Je ne compris pas immédiatement le sens de ces paroles, mais mon estomac se noua si violemment que mes jambes faillirent céder. Et alors, la chose commença à ramper vers moi. C'est à cet instant que je compris. La fillette n'était pas distincte, elle n'était pas indépendante. Elle n'était qu'une seule et même entité, deux faces d'une même pièce. Elle était l'appât, le masque, la forme rassurante utilisée pour attirer les gens. Et la véritable créature, c'était ce qui se tenait derrière elle. Cette masse difforme, attentive, respirant sans poumons, parlant sans bouche, me fixant avec une faim silencieuse. Mon cœur martelait ma poitrine, à m'en briser les côtes. Je reculai maladroitement, mes bottes glissant sur la neige tassée. Ma gorge se serra, aucun son ne parvenait à sortir. La panique monta d'un coup, violente, presque électrique. Une seule pensée me traversait l'esprit. Fuis! Je me retournai et je courus. Les branches fouettaient mes bras, m'arrachant des souffles douloureux. L'air déchirait mes poumons à chaque inspiration. Les arbres semblaient se tordre autour de moi, tandis que je fonçais sans réfléchir, peu importe la direction. Je voulais juste m'éloigner de cette chose, de sa voix qui résonnait encore dans ma tête, de ce sourire qui n'aurait jamais dû exister. Mais la forêt refusa de me laisser partir. Quel que soit l'angle que je prenais, je retombais toujours sur les mêmes repères. Le même bouleau tordu, la même souche pourrie, la même bifurcation figée. C'était comme si les bois se repliaient sur eux-mêmes, me guidant lentement, inexorablement, vers la clairière. Chaque ombre paraissait trop proche, chaque craquement ressemblait à un pas derrière moi. Puis j'entendis un bruit humide, un frottement rapide, de plus en plus près. Je trébuchais et m'écrasais lourdement, mon genou heurtant une racine. Je me retournai d'un geste paniqué. La fillette se tenait à moins de 2 mètres de moi, la tête penchée. Derrière elle, la créature se redressa. Elle se déploya lentement, devenant trop grande, bien trop grande, ses membres se déroulant comme des cordes imbibées d'huile. Elle tendit quelque chose vers moi. Une main, si on pouvait appeler ça une main. Des doigts semblables à des brindilles sèches s'étiraient dans ma direction. Je restais figé, paralysé par une terreur absolue, tandis qu'elle s'approchait à quelques centimètres de mon visage. Puis, quelque chose me percuta violemment sur le côté. Un choc brutal me projeta sur le côté. Un bras se referma fermement autour de ma poitrine, tandis qu'une main se plaquait sur ma bouche, m'étouffant tout cri.
Je n'eus même pas le temps de comprendre ce qui se passait. Mon corps fut tiré en arrière, happé dans les fourrés, au moment même où l'élan de la créature fendait l'air à l'endroit précis où se trouvait mon visage une seconde plus tôt. Ma tête heurta le sol, l'air quitta mes poumons dans un souffle coupé. Je me débattis par réflexe paniqué jusqu'à ce qu'une voix murmure tout contre mon oreille. « Silence !» C'était Riker. Il me traîna derrière un tronc abattu, gardant une main sur ma bouche et l'autre serrant quelque chose contre lui. Une lame peut-être, ou autre chose, je n'en savais rien. Ma vision se brouillait, mon corps tremblait sans que je puisse le contrôler. Je n'arrivais ni à parler, ni à respirer correctement, ni même à réfléchir. Tout semblait vibrer autour de moi. La créature entra dans la clairière, fouillant l'espace, sa silhouette se déformant dans l'obscurité. Sa tête vide s'inclina lentement, attentive au moindre son. Je compris à peine ce qui suivit. Un bruit sec, du métal frappant le bois, Riker projetant quelque chose au loin, de la terre déplacée. Une diversion, un affrontement trop rapide et trop silencieux pour que mon esprit paniqué puisse en saisir les détails. Mais ça fonctionna. La chose s'éloigna, ses longs membres se repliant tandis qu'elle se dissolvait entre les arbres, disparaissant sans le moindre bruit. Riker ne me relâcha pas immédiatement. Il attendit, longtemps, jusqu'à ce qu'une minute entière de silence absolu s'écoule. Alors seulement il murmura, la voix tremblante d'une façon que je ne lui connaissais pas. « Ne la laisse plus jamais s'approcher de toi. » Nous avons dévalé un talus abrupt, glissant sur des feuilles durcies par le gel et de la boue friable, jusqu'à traverser un rideau de branches de pin et tomber dans une sorte d'abri creusé dans le sol. Ce n'était pas naturel. De la toile était mêlée à la terre, recouverte de branchages soigneusement empilés pour dissimuler sa forme. À l'intérieur, l'espace permettait tout juste de rester accroupi. Une vieille lanterne rouillée diffusait une lumière faible et tremblante. Des provisions occupaient les coins, fusées éclairantes, boîtes de conserve, cartes déchirées couvertes de notes anciennes, bordées d'annotations rouges accumulées au fil des années. Riker referma l'entrée et posa une main ferme contre ma poitrine pour m'empêcher de bouger. Je sentais son cœur battre à travers ses gants, rapide et lourd. « Ça va ?» demanda-t-il enfin. Je n'arrivais toujours pas à parler. Je hochais simplement la tête. Il m'examina brièvement, puis laissa échapper un souffle instable, bien plus secoué qu'il ne l'aurait voulu. Il s'assit, s'adossa à la paroi et passa une main sur son visage éclairé par la flamme vacillante. Dans cette lumière, il paraissait plus vieux que je ne l'avais jamais remarqué, épuisé, marqué par des années trop lourdes. « Tu l'as vue, dit-il, la fillette. » J'acquiesçai de nouveau. Il eut un petit rire sans joie. Elle devient de plus en plus convaincante avec le temps. Ma gorge se serra. « Qu'est-ce que c'est ?» Il ne répondit pas tout de suite. À la place, il ouvrit un thermos et versa du café noir dans 2 petits gobelets. Je pris le mien avec des mains tremblantes. « Ça attend, dit-il enfin. Là-bas, dans la lisière. » Il secoua lentement la tête. Je n'ai jamais rien trouvé qui en parle. Je ne sais même pas comment appeler cette chose. Mais elle prend l'apparence de quelque chose d'innocent. Je hochai la tête. « Pour attirer, murmurai-je. » Il me fixa. Elle n'a rien d'innocent. Tout le contraire. Elle sert d'appât. Elle attire avec l'espoir, le genre d'espoir que seules les bonnes personnes suivent. Il posa une main sur sa poitrine. « Tu l'as suivie parce que tu croyais qu'elle était réelle. Parce que tu voulais aider. » Il se pencha vers moi, les yeux humides, la voix tendue. « C'est pour ça que je suis dans la recherche et le sauvetage. C'est pour ça que nous y sommes tous. On veut sauver des gens. Et elle le sait. Elle attend des gens comme nous. » Je repensai à son sourire, à la façon dont il n'atteignait jamais ses yeux, à la silhouette derrière elle. « J'ai entendu une voix, dis-je à voix basse, dans ma tête, mais ce n'était pas elle. » Riker hocha lentement la tête. « Elle n'existe pas. C'est un leurre, un faux ver au bout d'un hameçon. Elle montre exactement ce dont tu as besoin pour te ferrer. » Je réfléchis. S'il y avait eu un animal blessé ou quelque chose de banal, l'appel aurait été repoussé à cause de la tempête. Il acquiesça. Mais une enfant seule, c'était parfait. De quoi envoyer une équipe entière, plusieurs victimes potentielles.
Cette évidence souleva d'autres questions. « Qu'est-ce qu'elle veut ?» demandai-je. « Et qu'est-ce qui se passe si elle t'attrape ?» Riker resta silencieux un moment, cherchant ses mots. « Ce n'était pas toujours une fillette, » finit-il par dire. « La première fois que je l'ai vue, elle ressemblait à un vieil homme aimable. » Il resta silencieux un instant, le regard perdu. On était en sortie familiale. Je voulais montrer le monde au mien. Il boitait, avait l'air inoffensif. Il suffisait d'un contact. Sa voix se creusa. « Elle te marque, elle te maudit. Une fois que c'est fait, tu lui appartiens. » Il y avait quelque chose de creux dans son ton, pas dramatique, résigné. Je commençais à comprendre, à assembler les morceaux. Le calme revenant peu à peu, je regardais autour de moi. Les cartes, les réserves. Ce n'était pas une cache de secours. C'était un poste d'observation, un poste de chasse. « Tu la traques depuis des années ?» dis-je. Il hocha la tête. « Bien avant que tu n'arrives ici. » Il eut un rire bref, amer. J'en ai vu disparaître d'autres. J'ai essayé de suivre ses déplacements, de comprendre ses choix. J'ai même tenté de l'attirer une fois. Il n'en dit pas plus. Je ne posais pas de questions. Il fixait un coin de l'abri comme s'il espérait y trouver une réponse. « Je ralentis, » admit-il. « Je ne bouge plus comme avant. Les visions empirent. Mes mains tremblent parfois. » Il me regarda enfin. « Tu sais combien d'années j'ai préparé cet endroit, combien de tempêtes j'ai traversées en attendant une faille ?» Puis il baissa les yeux vers le sol. Une fois, je l'ai entendu me parler. Je relevai la tête. « Quoi ?» Il déglutit. « Je te pardonne. » Les mots restèrent suspendus dans l'air étouffé de l'abri. J'essaie de comprendre ce que je suis censé être pardonné depuis ce jour-là, murmura-t-il. Il resta immobile, prisonnier de ce souvenir, hanté par quelque chose que lui seul avait vécu. Puis son expression changea brusquement. Il se redressa, décidé, et se pencha vers un coin de l'abri pour soulever une bâche. Il en sortit une arme. Un fusil compact, entretenu avec un soin méticuleux, le canon enveloppé de tissu pour empêcher le métal de geler. Mon estomac se noua. « Qu'est-ce que tu fais ?» demandai-je. Riker vérifia la chambre, hocha la tête pour lui-même. « C'est la meilleure occasion que j'ai eue depuis des années, » dit-il. « La tempête couvre les déplacements. Elle chasse mieux quand l'air est clair. »« Tu ne peux pas sortir !» protestai-je. « Tu tiens à peine debout. » Il remonta lentement sa manche. Mes mots moururent dans ma gorge. Son avant-bras était d'une pâleur cireuse, marbré de larges taches bleu foncé, des traînées blanchâtres de gelure serpentant sous la peau, mais surtout, au centre, parfaitement visible, l'empreinte d'une main, des doigts recourbés comme des crochets, marqués profondément dans sa chair. « Je suis déjà perdu, » dit Riker, « marqué. » Un froid brutal me traversa. « Riker, tu ne l'as même pas senti. » Il laissa échapper un souffle tremblant, presque soulagé. « Tant mieux. » Il baissa la manche. « Peut-être que toi, tu tiendras plus longtemps que moi. » Je me levai d'un bond. « Je ne te laisserai pas y aller seul. On peut demander du renfort, prévenir l'État, appeler... » Il secoua la tête. Il n'y a plus personne à appeler. Et pour la première fois, il sourit vraiment. Un sourire triste, fatigué, mais sincère. « Tu crois que je n'ai pas essayé ?» dit-il doucement. « Ça fait plus longtemps que tu ne te rases que je poursuis cette chose. J'ai cherché une faille, un schéma, n'importe quoi. » Sa main se referma sur le fusil. Je n'ai jamais rien trouvé. Mais si je dois mourir de toute façon, il haussa légèrement les épaules, autant partir en me battant. C'est la meilleure excuse que j'ai jamais eue. « Riker !» Ma voix tremblait. Un mélange de peur, d'impuissance et de quelque chose qui ressemblait à du chagrin me nouait la poitrine. Cet homme m'avait sauvé la vie, et cela lui avait coûté la sienne. Maintenant, il s'apprêtait à entrer seul dans l'obscurité pour payer le reste du prix. Il posa une main lourde sur mon épaule. « Reste ici, peu importe ce que tu entends. Quand la tempête se calmera, attends l'équipe. Sors seulement quand le soleil sera levé. » Il marqua une pause. « Ne cours pas,
et ne la suit jamais. Il ouvrit l'entrée de l'abri. Une rafale glaciale me frappa le visage tandis qu'il disparut dans la nuit. Je me précipitai vers la sortie, mais le pan de toile retomba brusquement. Pendant un instant, il n'y eut que le rugissement de la tempête. Puis, un coup de feu éclata, net, sec. Un second. Et ensuite, un cri, un hurlement arraché à quelqu'un qui savait qu'il n'en réchapperait pas. Puis, plus rien. La tempête engloutit tout. Pour honorer Riker, j'ai fait exactement ce qu'il m'avait ordonné. Je suis resté dans l'abri. Les heures ont passé lentement. La lanterne faiblissait, ma respiration formait des nuages pâles dans l'air glacé. Mais ce temps m'a permis de regarder autour de moi, de comprendre ce qu'il faisait réellement depuis toutes ces années. Des notes partout, protégées par des feuilles plastifiées pour empêcher l'humidité de les dévorer. Des relevés précis de lieux, de zones chaudes et froides, d'apparitions inexpliquées, de disparitions jamais élucidées. Tout était consigné avec une rigueur presque clinique, à l'image de l'homme qu'il avait été. Et pourtant, au milieu de tout cela, j'ai trouvé son cœur. Quelque chose de simple, de fragile, que j'avais presque l'impression de sentir battre dans ma main. Une petite photo carrée, minuscule, mais lourde de sens. Une vieille Polaroid montrant une famille souriante sur fond de neige. Riker, plus jeune, plein de vie, entouré de ceux qu'il aimait. Et entre lui et sa compagne, une petite fille heureuse, vêtue d'un manteau rouge. La photo avait été prise peu de temps avant qu'elle ne disparaisse, avant qu'elle ne soit absorbée par la chose devenue son obsession. L'événement qui avait transformé une vie tournée vers l'avenir en une existence guidée par la perte. Riker ne revint jamais. Quand la tempête se calma à l'aube, je sortis de l'abri, m'attendant presque à le trouver effondré à l'extérieur. Mais il n'y avait rien. Rien, sauf un objet posé dans la boue, épargné par la neige. Son vieux sifflet en laiton. Ils m'ont retrouvé au petit matin, adossé à une souche de pain, la radio hors service et le manteau détrempé. Je ne me souviens pas exactement de ce que j'ai dit, seulement que j'étais transi de froid, désorienté, seul. L'équipe de recherche et de sauvetage s'est regroupée autour de moi, partagée entre le soulagement et une avalanche de questions paniquées. J'ai raconté que Riker et moi avions été séparés par la tempête, que j'avais essayé de rester sur le sentier, que j'avais dû trébucher, perdre mes repères, glisser dans une pente. Je ne me souvenais plus. Je ne me souvenais plus. Je ne me souvenais plus. Ils n'ont pas insisté. L'absence de Riker parlait d'elle-même. Après ça, j'ai pris mes distances avec l'unité. J'ai dit que j'avais besoin de temps. Personne n'a contesté. Pendant un moment, j'ai tenté de reprendre une vie normale, dormir, travailler, faire semblant. Mais le moindre craquement dehors me coupait le souffle. Je passais des heures à fixer la lisière des arbres depuis ma fenêtre. J'ai fini par garder une lampe torche à portée de main près de mon lit. Je me réveillais souvent avec l'impression que quelqu'un venait de quitter la pièce. 1 mois passa, puis 2. Mais je n'ai pas réussi à rester loin plus longtemps. C'était comme une pulsion impossible à ignorer. Je me suis réinscrit. Certains visages m'étaient familiers. Karl, Dana, le capitaine. Mais il y en avait beaucoup de nouveaux aussi. Des étudiants, des gens de passage, des volontaires pleins d'espoir. Je restais en retrait, suivais les formations de remise à niveau, passais les nouveaux exercices de terrain. Je ne parlais jamais de Riker. Puis, un soir, pendant une vérification du matériel, l'appel est tombé. Un randonneur affirmait avoir vu quelqu'un boiter près du sentier de Dirolo. Un homme, quarantaine passée, avançant avec une démarche traînante, comme s'il était blessé. Chaque fois qu'on tentait de s'approcher, il disparaissait derrière les arbres. Une dégradation du temps était annoncée pour la nuit. Trop froid pour qu'une personne blessée erre seule aussi longtemps. La mobilisation fut immédiate. Les équipes furent réparties par zone de recherche. J'étais assigné à l'ouest, comme la dernière fois. Mais j'insistais pour partir vers l'est, exactement comme avant. Ils furent surpris, hésitants, ne sachant vraiment comment me gérer après ce qui s'était passé. Finalement, ils me laissèrent faire. Ma partenaire s'appelait Lucie, nouvelle recrue.
une nervosité palpable, mais compétente. Peu bavarde, ce qui m'allait très bien. Nous progressions dans un paysage figé par le givre et les ronces, les radios grésillant sous l'effet du vent. La neige arrivait vite, l'air déjà assez mordant pour brûler la peau. Puis, comme auparavant, une voix fendit le silence. « Hé, y a quelqu'un ?» Mes pieds se figèrent. C'était la voix de Riker. « J'ai mal, j'ai besoin d'aide. » Lucie se redressa aussitôt. « Ça doit être lui, dit-elle. » Mais quelque chose clochait. Le ton était fou, trop posé, trop maîtrisé. Rien à voir avec la manière réservée et économe dont Riker parlait toujours. Je tournai lentement la tête entre les arbres et à une trentaine de mètres, je distinguai une silhouette partiellement dissimulée derrière un bouleau, la tête baissée, le manteau déchiré à l'épaule, comme s'il voulait que je m'approche, comme s'il pensait que je n'avais rien appris. Lucie fit un pas en avant. Je lui attrapai le bras avec force. Non. Elle me fixa, surprise. Mais il est blessé. Je la lâchai. Ce n'est plus lui. Elle se dégagea brusquement. Qu'est-ce que tu racontes ? Je ne répondis pas. Ma main glissa instinctivement vers la poche de mon manteau. J'en sentis le poids familier. Le sifflet. Une minute passa, puis une autre. La silhouette ne bougea pas. Trop immobile. Comme un pêcheur qui évite de tirer trop fort sur la ligne pour ne pas effrayer le poisson. Je me tournai vers Lucie. « On rentre. » Elle protesta, mais je l'interrompis. « La tempête arrive vite. Quelqu'un dans cet état n'aurait pas tenu jusque-là sans abri. Et s'il est réel ? S'il l'était, il serait déjà mort. Je ne sais pas s'il y a cru, peu importe. Elle me suivit. Nous avons rejoint l'équipe et fait notre rapport. J'ai parlé de la neige, du vent, de l'absence de traces. J'ai dit que ça ne collait pas, que nous aurions besoin d'un temps plus clair, d'infrarouge, peut-être d'un drone au lever du jour. Ils ont tout consigné. La mission fut suspendue jusqu'à la fin de la tempête. De retour à la base, j'ai rangé mon équipement puis je suis allé au vestiaire. Dans mon sac personnel, sous une trousse médicale et une radio de secours, se trouvait enfin ce que je n'avais jamais osé porter jusque-là. Une arme. Le pistolet de Riker. Je l'avais récupéré dans l'abri après la tempête, avec son journal, ses cartes, sa mission. Je me suis engagé dans la recherche et le sauvetage parce que c'était tout ce que je connaissais, mais je suis resté parce que je n'avais pas le choix. Je ne sais pas si cette chose peut être tuée, mais je peux essayer. Riker a essayé, et maintenant, c'est mon tour.